Bonjour Lormine Creuset. Bonjour Anne Brown. J'ai le plaisir de vous rencontrer pour la seconde fois à la Petite Librairie. Nous avions parlé de votre roman Le Beau Monde aux éditions Albin Michel, qui a sans doute signé pour vous votre entrée dans le cercle très fermé des écrivains à succès. Je ne sais pas si on peut dire que c'est écrivain de succès, mais c'est vrai que ça m'a donné comme une sorte d'assise, disons. C'est vrai que c'est une belle reconnaissance de publier en tant qu'auteur suisse genevoise dans une maison d'édition française prestigieuse. Oui, vous êtes une romancière suisse née à Séoul en Corée. Tout à fait. Donc Le Beau Monde, un titre ironique pour une critique sociale féroce et cocasse, à travers un coup de théâtre lorsque la mariée ne se présente pas le jour de ses noces. Absolument. Est-ce que c'était pour vous une manière de sonder la complexité humaine ? Alors je ne sais pas, ça paraît un grand projet pour un petit roman, mais c'est ce qu'on fait tout le temps, même si on parle d'un seul personnage perdu dans la forêt. Là, il y a beaucoup d'invités très chics et très médisants, mais il me semble qu'on est toujours en train de chercher le sens de l'existence, même quand on fait un roman très modeste, même avec mon dernier ouvrage, c'est plutôt un loser, ce ne sont pas des gens chics comme dans Le Beau Monde, mais il s'agit quand même d'essayer de comprendre un petit peu, si on y arrive, pourquoi on est là et comment interagir avec les autres, oui. Peut-on dire que vous êtes plutôt une styliste littéraire qu'une conteuse ? Alors oui, sauf qu'avec le dernier, je commence à raconter des aventures. Mais sinon, j'aime bien les huis clos. Il y a un roman qui n'est pas encore publié où il y a une histoire d'amnésie et c'est vrai que si on cherche une aventure palpitante autre que métaphysique, on sera peut-être un peu déçu. Alors justement, votre actualité en 2023, c'est un roman court d'une centaine de pages, Made in Korea, voilà, aux éditions BNS Press et Okama. Absolument, oui. Dans la collection Hyperculte. Oui. Est-ce que vous pourriez juste nous spécifier à quoi cette collection correspond ? Alors c'est assez simple, c'est une collection qui associe le sport et la littérature. Et l'idée de mon éditeur, c'était que ça puisse se lire presque comme une mi-temps, en fait, le temps d'une mi-temps. C'est des ouvrages, c'est assez amusant parce qu'il y a des lecteurs maintenant qui me disent « C'est fou, j'ai adoré ton livre, la preuve c'est que je l'ai lu d'une traite ». Et effectivement, comme ça se lit en 50 minutes, eux ils sont très impressionnés, mais effectivement, on peut le lire en moins d'une heure, je pense. Mais c'est très diversifié. Moi, j'aime pas du tout le sport, j'aime beaucoup la littérature. Et j'en ai lu quantité de mes camarades et ils sont vraiment excellents. Donc on peut on peut travailler sur le sport en étant très espiègle. C'est pas forcément l'enjeu n'est pas forcément de réussir dans ce sport ou non. C'est en fait pour les écrivains d'avoir des contraintes, ça permet de développer la créativité, de sortir de ces sentiers battus, donc je trouve bien. Donc là vous parlez de taekwondo justement. Oui, et je ne saurais pas vous faire un seul mouvement. Okay. Mais j'ai quand même vu plein de démonstrations, je suis allée au centre mondial du taekwondo à Séoul quand même. D'accord, alors justement, après cette lecture, bon déjà beaucoup de gens vous demandent la suite. Absolument. Beaucoup de lecteurs vous demandent une suite. Oui, ça c'est très émouvant, c'est que les gens ont envie soit d'une adaptation même, ça c'est quand même impressionnant. De la part de lecteurs, vraiment. Et puis beaucoup de gens ont envie de savoir comment ça va se dérouler pour ce loser un peu tocard au début, qui ensuite a pris le pouvoir et a décidé d'être un personnage, je dirais pas un battant quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais qui a décidé de reprendre sa vie en main. C'est la politique des petits pas, peu à peu, de s'améliorer. Alors après cette lecture, je vous suis depuis quelques années, et j'ai eu la sensation que vous l'avez écrit, mais c'est mon avis personnel, dans une grande plénitude. Quel était votre état d'esprit pendant l'écriture de ce livre, justement ? Alors, il me semble que souvent, les gens perçoivent le contraire de ce qu'on ressent. C'est-à-dire que c'est amusant parce que vous savez, quand les gens sont déprimés, ils se forcent un peu à être joyeux. Et c'est vrai que j'avais une période assez difficile. J'ai appris il y a une année et demie que j'avais le diabète. Et puis j'ai aussi essuyé des refus pour mon précédent manuscrit que j'ai mis 3 ans à écrire. Donc de la part de grands éditeurs parisiens. J'en ai eu 6 qui m'ont dit non, et puis après j'ai un peu arrêté de le présenter. Et je me suis dit, je vais faire un ouvrage
qui sera accueillant, un peu plus joyeux, que mon éditeur suisse allait prendre, parce qu'en général, il est très fidèle, il est très enthousiaste. Et j'ai fait ce livre après avoir fait un livre très sombre, très difficile, dans une période assez compliquée. Et je suis contente qu'il apparaisse comme un ouvrage lumineux. On m'a dit que c'est le plus optimiste, et sans doute ça l'est. Oui. Et c'est vrai que moi je dis toujours, c'est un peu bizarre, que le diabète m'a sauvé la vie, parce que je pense que je dilapidais mon temps, mon énergie, ma concentration, et que maintenant je ne le fais plus grâce au diabète. Donc peut-être qu'on perçoit ça dans le livre. Oui, on perçoit, moi j'ai perçu beaucoup d'humanité, beaucoup de... C'est un ouvrage qui fait du bien, moi qui m'a fait du bien. Alors c'est un livre qui est en 7 chapitres. Il y a Monde, Asie, Corée, Séoul, Quartier, Dojang, ça se dit ? Très bien, bravo. Organe. Est-ce que vous pourriez résumer, je sais que les auteurs n'aiment pas quand je pose cette question, mais je l'aime bien quand même, votre livre en 3 mots-clés? C'est très facile. Et là, je vous laisse. Pour une fois, c'est très facile. Il s'agit de Corée, de diabète et d'adoption. Alors, accessoirement du taekwondo, je vais dire pour mon éditeur, bien sûr, le taekwondo, 4e mot-clé. Votre personnage principal est d'origine coréenne, mais il n'a pas de nom dans l'histoire. Vous êtes très efficace. La première phrase de votre livre est courte et pose le décor. Le diagnostic était tombé. Quel est pour vous le message le plus fort ou le message principal que vous aimeriez transmettre? Alors c'est un petit peu comme dans On ne dit pas je, qui était l'histoire véridique d'un punk toxicomane. C'est un ami qui a été pendant 17 ans toxicomane et punk, qui a vraiment survécu à des choses bouleversantes. Et je pense que quand on a l'impression que tout est joué, en fait, alors c'est peut-être ça le message, on a encore une marge de manœuvre. Et c'est dans Made in Korea, même si le personnage, sans divulgacher la fin, progresse très peu, néanmoins, au lieu de subir son existence, il commence un tout petit peu à la choisir. Et je pense que le message, alors c'est Wojnarowicz, l'artiste et écrivain, qui avait écrit, il s'est suicidé, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il disait, en gros, je cite de mémoire, peu importe ce que tu vis, l'important c'est ce que tu en penses. Et ça paraît un peu idiot, ça presque une phrase bateau, mais j'en ai fait l'expérience. Je pense que quand on a une douleur, un obstacle, ou qu'on vit quelque chose d'extrêmement difficile, si on arrive à avoir du recul, de l'humour, et qu'on voit aussi ce que cela peut nous apporter, je parle même de maladies sévères, ce genre de choses, et bien alors on peut goûter l'existence d'une autre manière, on peut voir qui sont nos amis, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre à partir de quelque chose qui nous semble catastrophique. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une douleur, que ça n'est pas difficile, je ne réduis absolument pas la souffrance des gens, mais je pense qu'on peut apprendre de tout événement, aussi dur soit-il. Oui, parce que votre personnage s'est construit une armure contre le monde, en tout cas au début. Oui, il est un peu en surpoids et il s'est un peu construit un corps qui lui permet de s'abriter du monde, sans compter qu'il reste à la maison comme une sorte d'otaku japonais qui a décidé un peu de se priver du monde pour ne pas en subir toutes les attaques d'une certaine manière, parce qu'il est, comme il est adopté, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup adapté, de adopter à adapter, il n'y a pas beaucoup de mots qui changent, pas de lettres pardon, qui changent, et donc oui, il a essayé de se protéger du monde, mais surtout de lui-même. Voilà, de par son physique déjà, et puis les jeux vidéo, par son mode de vie. Oui. Vous dites, il n'y avait jamais songé, mais il lui semblait qu'un être humain avait toujours le même taux d'angoisse, lequel pouvait seulement se déplacer d'un objet à un autre. Alors, est-ce que donc, tout être humain a un taux minimal d'angoisse? Pour moi, oui. Je n'ai pas rencontré, même des gens qui ont l'air d'aller super bien, qui sont des battants, je n'ai pas rencontré de personnes qui n'avaient pas ces peurs. Je pense qu'on peut percevoir une angoisse ou une douleur comme étant plus petite, mais pour quelqu'un d'autre, ça serait bouleversant. Mais je pense qu'on a tous peur d'échec, d'abandon. Même quand on réussit, on a peur d'échouer.
Êtes-vous plutôt une écrivaine du bonheur ou plutôt pessimiste, vous diriez? Alors, moi j'écris sur le malheur pour que les gens changent et que le monde change. Donc, c'est comme je dis toujours, je suis misanthrope à tendance philanthrope, au contraire. C'est-à-dire que souvent les gens m'exaspèrent, m'ennuient, je peux être assez sévère avec eux, mais néanmoins j'aime l'humanité, je garde foi en elle, même si parfois elle me désespère. J'ai envie que tout le monde ait un toit, je suis contre la peine de mort, même contre le châtiment. J'ai juste envie que les gens ne nuisent pas aux autres. Mais donc j'ai foi dans l'humanité et je suis en cela optimiste. Dans mes ouvrages, j'ai envie de faire changer les gens, donc ça veut dire que quelque part je crois en eux. Alors, je ne sais pas si je suis... Oui, je crois que je suis peut-être rousseauiste en pensant que l'homme est bon par nature et qu'en fonction de où il tombe sur la planète, en fonction du milieu, des choses qu'il affronte, il peut devenir de plus en plus dur et même cruel, même injuste. Enfin, injuste, on l'est souvent, même quand on essaie de bien faire, mais on peut aller très loin dans la cruauté. Mais j'ai quand même l'impression qu'une enfance où on est aimé, dans un climat doux, serein, où on est éduqué, où on a accès aux arts, à la culture, à beaucoup de choses qui nous construisent, peuvent faire de nous un être plus équilibré, disons. Mais on peut aussi venir de très loin et s'en sortir et être très bon. On peut choisir de faire avec nos douleurs quelque chose qui soit constructif. Alors on va parler de la couverture du livre. Avec je ne sais pas si vous voulez la montrer, mais on pourra la montrer. Très fière. Elle montre un aéroport, c'est ça, avec des Coréennes, c'est juste. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter l'histoire de cette photographie? Alors, ça commence par quelque chose qui était justement de nouveau difficile, c'est-à-dire que mon mari a eu un malaise et puis comme il a dû se faire opérer, il n'a pas pu m'accompagner les 4 jours que je devais passer en Corée pour fact-checker mon ouvrage. Et comme je n'étais pas allée depuis 7 ou 8 ans, j'avais conscience que la Corée avait énormément changé. Notamment BTS n'existait pas, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être que le groupe donc, de K-pop était déjà là, mais ce phénomène n'était pas aussi répandu à ce moment-là. Donc je me suis rendu compte que vraiment la Corée avait évolué. Et il m'a semblé que même si j'ai lu une 60aine d'ouvrages de fiction, que j'ai lu une dizaine, quinzaine d'essais sur la Corée, que j'ai vu une centaine de films, alors ça sur beaucoup plus de temps, et bien qu'il fallait que j'aille vérifier tout cela. Et comme mon mari ne pouvait pas aller, à un moment j'ai pensé à annuler, je me suis dit je ne vais pas aller toute seule, en ayant un visage de coréenne, on allait me prendre pour une imbécile finie, puisque je ne parle pas coréen, je n'ai pas les usages coréens, je n'ai pas la délicatesse, la discrétion des femmes coréennes, je n'ai pas leur maquillage, même si c'est assez discret, c'est quand même assez élaboré. Enfin, je n'ai pas de chirurgie esthétique comme beaucoup y recourent. C'est-à-dire que vraiment, je serais une Coréenne très très bizarre, hein. À la fois très cosmopolite et en même temps un peu décalée. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'aller subir ceci toute seule dans cette ville immense que j'aime, hein. Je peux m'y promener un moment seule, mais 4 jours, ça m'a semblé, d'autant plus que mon mari n'était pas très bien, ça m'a semblé, bon, il n'était pas du tout en danger, il était en convalescence, disons. Et maman m'a dit, mais peut-être que si tu allais avec quelqu'un qui n'est pas un boulet, qui pourrait t'accompagner même dans des endroits qui paraissent pas passionnants d'emblée, parce qu'il fallait vraiment que j'ai vérifié. C'est pas un voyage touristique, c'est un voyage de fact-checking. Un petit peu comme le personnage, vous avez fait un peu pareil. Exactement, j'avais le programme du personnage. Ouais. Et j'ai demandé, je me suis dit, mais si c'est une photographe, elle pourra photographier les gens, les objets, tout peut l'intéresser. Ouais. Et je voulais partir avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, parce que c'était un voyage assez fatigant en 4 jours. Et j'ai pensé à inviter Karine Bozin, qui est une amie d'enfance, qui à l'époque n'avait pas encore eu le Swiss Press Award, qui n'avait pas eu son exposition What Time Is It à Shanghai, qui n'avait pas eu le New York Times et le Time Out Shanghai. Donc c'était vraiment... elle avait déjà une très belle carrière, mais je n'avais pas conscience de faire venir une star avec moi, mais une amie et une excellente photographe. Donc j'ai toujours aimé le travail, à la fois esthétique et très sensible. Et donc elle est venue avec moi, elle a pris des photos comme ça. Et quand j'ai cherché une couverture, j'ai pensé à la photographie qu'on avait prise toutes les deux. Alors moi j'avais prise avec mon iPhone et elle avec son Leica. Et quand j'ai vu cette
photographie absolument sublime, qui a un côté rétro, Oui. et qui surtout arbore la couleur céladon, qui est une couleur vraiment phare de la Corée. C'est la couleur de la poterie extrêmement délicate. Les céladons qui ont même été importés ensuite au Japon, tellement cette couleur est une couleur gracieuse, qui est la couleur de Korean Air. Je crois qu'on dit Korean Air, pas Air Korean. Et voilà, donc j'ai choisi cette photographie. Et effectivement, même avant que les gens découvrent l'intérieur du livre, ils sont happés par cette couverture, et peut-être un peu aussi par le titre Made in Korea, qui est un titre ironique, puisque je suis Made in Korea, et Made in Korea à l'époque, ça faisait un peu cheap. Maintenant on pense au Samsung, au LG, la quantité d'objets extrêmement luxueux, comme même la cosmétique coréenne. Mais Made in Korea, pour moi, c'était un peu le côté cheap, et ça m'amusait, c'était un peu d'autodérision. Et je pense qu'avec cette couverture et ce titre, les gens qui ne me lisaient pas du tout, qui ne me connaissaient pas du tout, eh bien s'intéressent à l'ouvrage. Alors justement, un petit mot sur la Corée du Sud et la Corée du Nord. Alors, je ne suis pas allée en Corée du Nord, je ne suis même pas allée à DMZ, parce que j'avais l'impression de faire un peu de voyeurisme. J'irais en Corée du Nord si on me proposait de faire quelque chose d'artistique ou d'humanitaire, où j'aurais l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Mais d'aller juste observer, ça me semble très difficile. Peut-être que le meilleur témoignage que je pourrais faire sur la Corée du Nord, c'est une expérience qui m'a vraiment, vraiment émue. C'est la lecture d'un livre, un ouvrage qui s'intitule De Coréenne. Et c'est une Coréenne du Sud qui est allée à reculons voir une Coréenne du Nord. Évidemment, elle était très effrayée, elle s'est dit mais qui va être cette personne? Et elle a servi d'interprète, je crois dans le cadre d'un colloque ou d'un événement lié aux droits de l'homme, de l'être humain, il faudra peut-être dire, si on veut être un peu plus politiquement correct et inclure les femmes, ce qui est une bonne idée. Donc elle a écrit ensuite la biographie, vraiment à peine romancée, à part le style qui est vraiment somptueux, de cette Corée du Nord. Et elle a décrit même l'enfance, qui n'est pas seulement une enfance caricaturale de souffrance, c'est aussi une enfance d'une enfant qui rêve, qui a l'impression que le dictateur est une sorte de dieu, en fait, parce qu'on lui a appris ça et elle a l'impression que c'est une figure admirable. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir la prise de conscience de la personne qui s'aperçoit qu'en fait beaucoup plus de choses sont interdites au fur et à mesure du temps. Mais au départ, c'est une sorte d'idole, et c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi des beaux moments dans cette enfance. Il y a des moments où elle est émue de pouvoir représenter son école. Et je dirais le miracle, c'est que la Corée du Nord a eu tellement confiance en l'autre. Pourtant, c'est quand même un exercice très délicat. Elle prend des risques en témoignant. Et bien, elle a accepté que ce soit dans une langue qui n'est pas une langue qu'elles ont en commun. Ni l'anglais, ni le coréen, mais le français, parce que la Corée du Sud, Céline, a étudié à la Sorbonne. Donc sa langue littéraire était le français. Une langue que l'autre ne connaissait pas, c'est-à-dire que la Corée du Nord ne pouvait pas vérifier. Donc ça, c'est très beau. Et encore, ce qui est encore plus beau, c'est que je leur ai demandé si elles avaient écrit un autre ouvrage, et la Corée du Sud m'a dit que maintenant elle a de la peine à écrire un nouvel ouvrage. On peut la comprendre, après un témoignage si bouleversant, c'est difficile de trouver un sujet qui soit à la hauteur. Et que je lui ai écrit gentiment, comme ça, un petit peu, en lui disant, écoutez, écrivez des nouvelles, et il y en aura une qui sera plus longue. Et que très gentiment, elle m'a dit, pour vous remercier de ce conseil très précieux, quand je serai à Genève, je vous offrirai un café, nous verrons. Et moi qui avais tellement d'admiration pour cet auteur, c'est elle qui me remercie d'un conseil vraiment de fan, en fait, de lectrice, non pas d'écrivaine. Très belle histoire. Pourquoi il n'a pas de nom, votre personnage? Alors ça, c'est une question tout à fait pertinente. L'autre personnage principal, Tim, un Irlandais qu'il rencontre au centre de taekwondo, au club de sport, et bien lui possède un prénom. En fait, c'est ma technique d'écrivain, c'est que si je dis, par exemple, Victor et Hervé se rencontrent, eh bien on est extérieur à Victor. Alors que il rencontre Tim, on est en focalisation interne, c'est lui qui voit Tim. Si le personnage ne bénéficie pas d'un prénom, c'est simplement
parce qu'on adopte son point de vue, pour qu'on adopte vraiment son point de vue. Il vit Tim, on a l'impression d'être dans sa tête et que l'on voit Tim vraiment à partir de sa focalisation à lui, vraiment en focalisation interne. C'est vrai que s'il avait un prénom, alors on serait extérieur, on verrait la scène avec les deux personnages. Il y a aussi l'idée que eh bien, ce personnage étant un petit peu encore en recherche, même beaucoup en recherche de lui-même, en quête d'identité, pas forcément en quête d'identité de coréenne ou à la recherche de ses parents. Je voulais pas tomber dans ces clichés-là, mais comme il se cherche, je trouvais aussi amusant qu'il n'ait pas un nom qui soit trop connoté, parce que si on met un prénom, il peut faire vieille France, ou alors il aurait un prénom plutôt à consonance asiatique parce que ses parents auraient voulu garder cette identité-là. Et l'idée, c'était vraiment qu'il soit encore un petit peu inconnu aussi pour le lecteur, pour qu'on voit que lui-même est peu défini. Alors, merci Laure Millon-Creuset. Est-ce que vous auriez le courage de nous lire quelques tout petits passages de votre livre? Alors, je peux essayer. En rentrant à l'hôtel, il passa devant un PC Bang ou Cyber Café. La Corée étant le paradis des gamers, le pays le plus connecté au monde, il y pénétra avec allégresse. Mais en apercevant les geeks en train d'engloutir des nouilles instantanées ou de se faire masser le dos sans quitter des yeux leurs écrans, il ne s'identifia pas à eux, ou plus à eux. Aussi, contre toute attente, s'enfuit-il rapidement de ce temple de la déprime. Si le diabète ne s'était pas pointé, aurait-il fini comme ces morts-vivants au t-shirt taché de sauce soja? Merci Laure Millon-Creuset. Merci infiniment Anne. Je vais venir à côté de toi pour terminer. Alors, je reviens vers vous, Laure Millon-Creuset, pour vous connaître, pour parler de vous et vous connaître un peu plus avec de la spontanéité. Donc, je vais vous dire si vous étiez, et puis vous allez me répondre rapidement sans réfléchir. Si vous étiez une couleur, Noir. une peinture. Ça, c'est très difficile. Oui, ça. Alors, on m'a dit que je ressemblais parfois à un Modigliani, je vais dire ça, c'est pas mon peintre favori, mais j'ai beaucoup d'estime pour ce peintre. D'accord, alors un sport. Taekwondo, évidemment. Bien sûr. Une musique. Probablement une musique de bar. Un voyage. Alors, je vais arrêter avec la Corée. Un endroit paisible, j'aimerais bien me reposer ces temps. Un livre. Un livre. Lisez énormément. Alors, un livre que j'ai vraiment envie de lire maintenant, c'est Ces gens-là de Béatrice Riant, qui a écrit sur l'inceste. Et je pense que c'est un sujet tellement fondamental, parce que si on parle beaucoup des abus par des inconnus, mais je pense que la famille, c'est encore plus bouleversant. On peut y faire quelque chose, et je pense que la parole a besoin d'être libérée. Un animal. Là, j'aimerais bien être une biche, parce que ces temps, j'ai plutôt l'impression d'être un ours qui va au combat. Donc, Un parfum. un parfum floral, simplement dans une prairie. Et puis peut-être une citation. Ou le mot de la fin. Une citation, celle qui me vient à l'esprit, c'est celle de René Char. Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et c'est souvent le cas, pour les écrivains en tout cas, et je pense que beaucoup de gens font des lapsus intéressants. Merci Laure Millon-Creuset, plein de succès. Merci infiniment Et à Noël puis Brun. à très vite. Avec joie, oui. Merci. Au revoir. Au revoir.